tous, alors tout d'abord je tiens à souhaiter à tout le monde de joyeuses fêtes, que ce soit Noël ou la bonne année, etc. Je sais, c'est déjà passé, mais c'est pas grave. De toutes les manières, la bonne année, j'ai tout le mois de janvier pour vous la souhaiter. Normalement, vous allez voir cette vidéo fin décembre, début janvier, donc je devrais être pas mal. En tout cas, j'espère que vous avez ou allez passer de bonnes fêtes, tout de même malgré tout, malgré les événements. Et du coup, je vous retrouve aujourd'hui afin de vous présenter les sorties livresques du mois de janvier. Je crois que j'en ai noté une bonne quinzaine. Donc on ne va pas perdre de temps et on commence tout de suite. Donc en fait on va commencer dès le 1er janvier avec la sortie d'une intégrale. Donc tous les tomes sont déjà sortis un à un en effet, mais vous avez les éditions MMM Bookmark qui vont vous sortir l'intégrale de Ivy Wild écrit par Hélène Harper. Alors pour moi, si je ne dis pas de bêtises, Ivy Wild c'est 3 tomes. Donc pour ceux et celles qui ont envie de découvrir cette série d'urban fantasy, eh bien pourquoi pas le faire à moindre coût avec cette intégrale. Ici vous allez rencontrer Ivy qui est capable de faire de la magie mais qui a quitté l'académie dans laquelle elle aurait dû étudier pour des raisons que je vous laisse découvrir. Ce n'est pas pour ça qu'elle est nulle en magie, loin s'en faut, mais il faut l'avouer, utiliser sa magie, c'est pas trop son truc, elle a plutôt envie de se fondre dans la masse et d'avoir une vie tout à fait normale. Elle est donc chauffeur de taxi et s'en accommode très bien jusqu'au jour où sa normalité va voler en éclats avec l'arrivée d'un magicien. Raphaël Winter va venir toquer à sa porte et en fait il va y avoir comme qui dirait une petite confusion dans les identités et elle va se retrouver bien malgré elle embarquée au sein de la branche arcane qui est le département en fait d'investigation de cette académie magique qui a un nom à la moelle-moelleux, je ne me souviens plus. Alors c'est de l'urban fantasy qui est très drôle, moi ça me fait mourir de rire, donc si vous voulez de l'urban fantasy avec de la magie, de l'humour, etc. pourquoi ne pas tenter avec cette intégrale qui pour moi ne sort pas qu'en numérique mais sort aussi en papier. On fait ensuite un tout petit bond en avant puisque nous allons arriver au 6 janvier. Le 6 janvier va paraître Les voleurs de fumée par Sally Green aux éditions J'ai lu. Pour ceux que le nom titille un peu, en effet, Sally Green avait écrit la série Half-Bad qui était parue chez Milan, je crois. Alors je note cette série, pourquoi? Parce que la couverture est particulièrement belle. Je ne vais pas vous le cacher, Half-Bad n'était pas un livre qui avait laissé une empreinte indélébile sur moi, à tel point qu'en fait, j'avais lu le premier tome et je n'avais jamais lu la suite. Ici, elle revient avec quelque chose de complètement différent, donc pourquoi pas laisser sa chance à ce roman. Nous allons ici nous retrouver dans un royaume où nous allons rencontrer la princesse Catherine qui va être contrainte et forcée d'épouser un homme pour qui elle n'a absolument aucun sentiment. En revanche, l'élu de son cœur, lui, va être traduit devant la justice pour trahison. Dans un autre royaume, nous allons rencontrer March qui est le serviteur d'un prince, sauf qu'a priori le prince en question a laissé faire un génocide et March ne rêve que de se venger. Autre royaume encore, nous allons rencontrer le personnage d'Edillon qui doit faire face à un choix, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur lui. Et enfin, dans les territoires désolés du Nord, nous allons rencontrer Tash qui doit affronter ses propres démons. Donc, entre la princesse Catherine, son élu, March, Edillon et Tash, nous nous retrouvons a priori avec 5 destins qui vont être inextricablement liés et je n'en sais pas du tout plus. Donc je ne sais absolument pas dans quoi on va partir en fait, ce qu'a priori c'est de la fantaisie. Donc si certains d'entre vous ont un peu plus d'idées de quoi ça parle, s'ils l'ont reçu en SP ou quoi, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. On reste maintenant le 6 janvier avec Derrière les voiles, le tome 1 Charana, écrit par Clotilde Boré et apparaître chez Livresque Édition. Nous sommes ici a priori dans un monde où les frontières entre différentes dimensions vont vaciller et je sais qu'on y parle de dieux qui prennent un peu, je pense, les différents mondes comme un immense échiquier. Et nous allons rencontrer 2 personnages, une princesse et un guerrier, je crois, qui, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, tout oppose, mais qui vont devoir s'allier pour la survie de l'humanité.
Voilà, le pitch là, il est quand même assez basique. Une fois encore, c'est pas parce que la trame est classique que le reste n'est pas. On vous dit que vous avez l'ombre et la lumière, l'innocente et le tentateur, le nocturnin et la luciole. On vous dit qu'ils vont devoir apprendre à s'apprivoiser, qu'ils arrêtent pas de se titiller, mais qu'en même temps ils sont attirés l'un vers l'autre, etc. On vous parle de voiles qui vont se déchirer. J'avoue que j'ai du mal à savoir exactement vers quoi est-ce qu'on va se tourner, vers quelque chose qui soit très fantasy ou quelque chose qui va être très romance. J'ai un petit peu peur que ce soit trop romance, mais bon, pourquoi pas, elle m'a intriguée, cette 4e de couverture, donc j'avais envie de la partager avec vous. Le 6 janvier toujours, je fais une petite entorse à mes habitudes, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter une bande dessinée. Tout simplement parce que le scénariste est Joris Chamblin et que je pense que beaucoup d'entre vous vont être intéressés. Alors je n'ai pas lu les carnets de Sori, je ne peux donc pas faire de comparaison, mais j'avoue que le pitch de cette BD là m'a bien plu. Ici je vous parle donc du premier tome de Alison Ford, Le Temple du Jaguar, avec donc Joris Chamblin et je pense au dessin Olivier Frazier. À moins que ce ne soit l'inverse, je ne sais jamais qui écrit, qui dessine dans les bandes dessinées. En tout cas, c'est une BD qui va apparaître chez Vent d'Ouest. Ici, nous sommes en 1963 en Angleterre, plus précisément au Canterbury College. Nous allons rencontrer Alison Ford qui paraît quelque peu surdouée puisque à 11 ans, elle est déjà polyglotte, connaît des techniques de combat, sait survivre en bivouac. Et pourquoi cela? Eh bien parce que sa famille compte parmi les plus grands explorateurs de toute l'Angleterre et donc à 11 ans, elle est déjà une pro du survivalisme, je pense qu'on peut la qualifier comme ça. Un jour, le quotidien d'Alison va être chamboulée lorsqu'elle va recevoir un courrier de ses parents qui vont lui dire être en danger et qui vont tout simplement l'appeler à l'aide. On vous dit que cette BD va marcher dans la lignée d'Indiana Jones et de Lara Croft et pour avoir vu quelques dessins, ça a suffi fortement m'intriguer et il est fort probable que je découvre cette bande dessinée. On reste le 6 encore une fois avec un tome 1, Les Reconnus de Mizar, qui s'appelle Berceau, écrit par Jeanne Bautisson et apparaître aux éditions MMM Bookmark dans la collection Teen Spirit. D'après ce que j'ai compris ici, nous sommes dans un monde où c'est la magie qui va forger votre destin. En effet, il semble qu'à un certain âge, ils ont ce qu'ils appellent la révélation, puisque c'est le jour où la magie va se révéler et a priori il y a plusieurs clans, castes de magie et nous allons suivre ici un personnage du nom de Eak qui attend ce jour avec grande impatience. Il est persuadé qu'il aura la magie verte puisqu'il semblerait que sa propre famille détienne la magie verte, donc d'après ce que j'ai compris, une magie en lien avec la nature. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu puisque Eak ne sera pas un mage vert mais un mage blanc et la magie blanche serait la magie de l'esprit. Sauf que la magie blanche aurait été annihilée plusieurs siècles auparavant lors d'une guerre entre les 4 peuples, donc les 4 peuples, les 4 couleurs de magie. A priori notre personnage va avoir une destinée, une quête, il va devoir apprendre à maîtriser ses pouvoirs, etc. L'univers peut être très très sympa parce que je sais qu'il y a aussi la magie noire, la magie blanche, la magie verte, je ne connais pas la 4e, mais voilà, c'est un univers, s'il est bien construit, s'il est bien abouti, ça peut être fort sympathique. Je pense que c'est un livre que je découvrirai. Par contre, il me semble qu'il y a eu une auto-édition de ce roman il y a quelques années, donc c'est une parution maintenant chez MMM Bookmark, mais il est possible que certains d'entre vous connaissent ce roman. Je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était une auto-édition. Ensuite, le 7 janvier va paraître Hunting November, la suite donc de Killing November, par Adriana Meiser et apparaître chez Pocket Jeunesse. Alors, j'ai lu le premier tome, je lui ai trouvé, pour moi, des trucs qui sont complètement pas crédibles en fait. Après, en soi, l'atmosphère et tout c'était bon, mais j'ai trouvé des trucs pas crédibles. Je pense peut-être laisser sa chance au tome 2 puisque en fait ce que j'ai trouvé pas crédible c'est la façon dont l'héroïne arrive dans cette académie, je vais vous expliquer après. On la catapulte dans un monde qu'elle ne connaît pas, qu'elle avait jamais, elle savait même pas que ça pouvait exister. On la catapulte là-dedans et au lieu d'essayer de se barrer en courant, elle fait ouais bon ok pas de soucis. Et ça, j'ai trouvé que c'était une facilité scénaristique qui était pour moi complètement déconcertante. J'espère donc que maintenant qu'elle est dans le truc et que oui, j'accepte que après tout ce qu'elle a vécu, ok, elle soit plus surprise. Donc peut-être que je serai moins dérangée. Je vais quand même vous dire quelques mots sur le tome 1. Voici donc Abscondity, une académie secrète et totalement cachée du monde.
Cette école ultra élitiste est en fait réservée aux enfants des familles avec un grand F j'entends. C'est-à-dire ces familles puissantes qui vont mettre leurs enfants dans cette école. Bref, vous avez toute une espèce d'ordre tentaculaire qui est là un petit peu pour avoir du pouvoir sur le monde que le commun des mortels ne distingue pas vraiment en fait. Et du coup, il faut avouer que les cours là-bas, c'est pas que français, maths et anglais, c'est plutôt cours de poison, de lancer de couteau, de vol, etc. On va pas se le cacher, les élèves sont formés au métier d'espions, d'assassins, de voleurs. Et puis, bah, chaque année, on a quand même des morts, hein, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais il y a des morts chaque année. Vous l'aurez compris, Abscondity n'est pas vraiment une académie comme les autres, c'est pour ça que lorsque la jeune November y est complètement catapultée, sans en connaître les tenants ni les aboutissants, qu'on lui dit juste va là-bas parce que t'as besoin d'être en sécurité, et qu'elle accepte les cours de poison, de vol, de machin, sans rechigner, que ça la gêne pas, alors moi j'ai trouvé ça complètement irréaliste en fait. La seule chose qu'elle sait, c'est que son père, je crois que son père bossait pour la CIA, un truc comme ça, mais voilà, on lui en a jamais dit plus. Les enfants des autres familles étaient au courant de cette académie, etc. Elle a été toujours gardée dans l'innocence pour la protéger. Du coup, enfin, je suis désolée, mais l'arrivée de November dans l'académie, elle était pas crédible. Voilà. Donc, j'espère que ce tome 2 sera mieux. En tout cas, ceux qui n'ont pas découvert, pourquoi pas. Ceux qui ont adoré, la suite sort. Et ceux qui sont comme moi, eh ben, peut-être qu'on va quand même essayer de laisser une chance au tome 2. Le 7 janvier, c'est un roman de Laini Taylor. Laini Taylor, qui est l'autrice du Faiseur de rêves, qui va être réédité. Je parle bien d'une réédition. J'ai pas trouvé la maison d'édition, donc en fait, je sais pas. Est-ce que c'est Lumen qui a repris? Est-ce que ça reste dans les formats poche? Je sais pas trop. Mais en tout cas, va sortir le tome 1 de La Marque des Anges, Fille des Chimères. Et n'ayant pas découvert Le Faiseur de rêves, je commencerai par Le Faiseur de rêves. Mais pour ceux qui voudraient remanger un petit peu de cette autrice, parce que c'est quand même un livre qui a des chroniques dithyrambiques, et bien voilà une nouvelle saga. Enfin, une réédition de saga. Ici, vous êtes sur Terre, il y a une brèche dans le ciel, et des êtres ailés sont descendus sur Terre et ont laissé des marques noires sur certaines portes. Vous avez aussi un autre monde qu'on appelle l'ailleurs, où une étrange créature s'amuse à collectionner les dents humaines. Et en fait, au final, à Prague, vous allez vous retrouver avec une jeune fille qui, bien malgré elle, va se retrouver complètement paumée au milieu d'une guerre entre deux peuples. On peut supposer genre les anges et les démons, ou en tout cas les déchus et les anges. Elle s'appelle Karu, elle a 17 ans et sa particularité en fait c'est qu'elle arrête pas de remplir ses carnets de dessins de monstres. Mais est-ce que ces monstres ne seraient pas réels? Est-ce qu'elle voit quelque chose ou pas au final? Elle a aussi comme particularité qu'elle parle beaucoup de langues, mais toutes les langues ne sont pas humaines, et qu'elle a les cheveux bleus, non pas qu'elle se les teint, ses cheveux poussent bleus. Et la question qui hante la jeune femme, évidemment, c'est qui est-elle, puisque, eh bien, elle n'est pas une humaine comme les autres, on l'aura compris. J'aimerais bien avoir la réponse à cette question, donc je vais d'abord découvrir Le Faiseur de rêves, et probablement après, je me pencherai sur cette réédition de Laini Taylor. Le 8 janvier maintenant, on va se diriger vers Fleurus Éditions avec Les Dossiers du Voile, le tome 1, un roman écrit par Adrien Thomas. Ici, nous allons rencontrer Tia Morsez, qui est lieutenant de police chargée d'assurer la régulation des espèces métashumaines à Paris, je crois. Ce qu'a priori, elle a quand même pas mal de mal à faire respecter l'ordre et la sécurité. D'autant qu'à de ce que je comprends, la plus grosse partie de son job consiste à éviter que les druides, les métamorphes, nécromanciens et autres loups-garous révèlent en fait leur existence au reste du monde. On va aussi rencontrer Mona, qui est la petite sœur de Tia, qui pourrait presque passer pour une adolescente normale. Sauf que c'est une apprentie sorcière et que a priori elle n'a pas les yeux dans sa poche. Et du coup, il y a un moment où elle va peut-être tomber sur des informations qui pourraient aider l'une des enquêtes sur laquelle sa sœur se trouve. Et évidemment, elle va se jeter à pieds joints dans l'enquête. Sauf que je suppose qu'elle va se mettre en danger, etc. Ça a l'air d'être un univers assez sympa. Adrien Thomas est un auteur que j'aime bien, que j'ai découvert au travers de Notre-Dame-des-Loups et La Geste du 6e Royaume, je ne sais plus exactement quel livre dans l'univers. Je n'ai pas encore lu Engrenage et Sortilège, mais voilà, il y a un nouveau Adrien Thomas qui sort, je pense que beaucoup d'entre vous vont l'attendre, et je pense que tôt ou tard, c'est un roman que moi-même je découvrirai. Ensuite, comme vous voyez, j'ai deux petits compagnons qui se sont joints à nous.
Le 13 janvier toujours va sortir un tome 2 dont je n'ai pas découvert le tome 1, mais j'avoue que du coup ça m'a pas mal intriguée. Il s'agit du tome 2 de Calice, Les Derniers Chasseurs, écrit par Victoriane Vadi et apparaître chez MMM Bookmark. Au niveau du tome 1, le résumé commence par l'hiver éternel a succédé à l'âge lumineux des hommes. Et sincèrement, je trouve que ça a l'air pas mal du tout. Ici, nous allons donc rencontrer un monde où l'hiver semble éternel, que les hommes sont retranchés dans des forteresses en ruine. Ils sont en train de mourir de froid et ils ont dû remettre leur vie entre les mains de vampires. Les vampires qui sont évidemment leurs antiques ennemis. Ce qui fait que les antiques ennemis deviennent les gardiens et les protecteurs du reste de l'humanité. C'est dans ce contexte que va naître Alcuin. Il a grandi dans la servitude et s'apprête à devenir le calice du seigneur de Sanvers, auquel en fait il est offert comme un présent, un gage de paix si vous préférez. C'est ainsi qu'il va se retrouver à la cour de son nouveau maître où il va découvrir des amours singuliers, des complots très bizarres mais effrayants et il se pourrait bien qu'une guerre se prépare. Je n'en sais pas beaucoup plus, ça c'était le pitch du tome 1, on est bien d'accord, mais je trouve que voilà, cette terre où l'hiver règne tout le temps, où les humains sont pris dans un froid éternel, où ils doivent remettre leur vie entre les mains des vampires et devenir un peu leurs esclaves pour réussir à survivre. Je trouve que ça peut être carrément pas mal. C'est du vampire, mais ça a l'air d'être traité de façon originale. Et là, j'avoue, je vais me laisser tenter. Le 13 janvier, une sortie que pas mal d'entre vous vont attendre, mais moi je sais pas commencer le tome 1, puisqu'il s'agit du tome 2 de Eve of Man, par Tom Fletcher et apparaître chez Milan Éditions. Alors, je dis Tom, mais je crois que c'est Tom et Giovanna Fletcher. Je pense qu'ils ont dû l'écrire en couple ou entre frères et sœurs, je ne sais pas exactement. Vous savez, c'est ce monde en fait, ça doit être une anticipation où ne naissent plus que des garçons et du coup je pense que l'humanité est un peu au bord de l'extinction et qu'il y a une femme, Eve, du coup quand on l'a appelée très originale, qui va naître parmi ça et qui serait un peu le salut de l'humanité je pense. Voilà, puisque je pense qu'on va s'en servir un petit peu de poulinière et qu'elle aura pas vraiment le choix jusqu'au jour où je pense elle va rencontrer un homme dont elle tombe amoureuse et elle va vouloir regagner sa liberté, donc un pitch un petit peu classique, même si c'est assez rigolo cette histoire d'avoir plus que des garçons. J'ai pas lu le tome 1 parce que j'avoue que je sais pas quoi en penser, donc ça c'est certains d'entre vous ont lu le tome 1 et que voilà, vous trouvez que si ça vaut le coup, c'est bon, ça sort des sentiers battus, n'hésitez pas à me laisser un petit com parce que je sais pas quoi penser de cette série. Le 13 janvier, toujours un tome 3 maintenant, je n'ai pas découvert les deux premiers tomes, je ne connaissais pas, donc les tomes 3 de Agent Virtuel, Main de fer et gants de velours, apparaître chez MMM Bookmark et écrit par Virginie Platel. J'ai du mal à trop savoir de quoi ça parle, je sais qu'on arrive à remonter dans le temps, etc. et qu'au final on parle de l'Athanor, qui est en fait un laboratoire spécialisé dans les neurosciences et qui donc va être le seul à proposer des protocoles d'investigation complètement inédits, comme par exemple l'exploration des rêves et de la mémoire. Donc d'après ce que j'ai compris, on va avoir des agents qui vont essayer de remonter dans les mémoires des gens qui ont oublié, essayer d'aller dans les rêves. Dans le tome 1, pour moi, ils remontent dans le temps. J'en sais pas beaucoup plus, je sais que c'est deux personnages féminins. Ça reste en effet assez flou, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi un petit peu fait exprès pour qu'on ne sache pas trop de quoi ça parle, parce que surtout qu'ici on a un tome 3, donc j'avais pas non plus envie de trop me spoiler. En tout cas, ça peut être très sympa et à découvrir. C'est vrai que les éditions MMM Bookmark sont hyper prolixes. Au début, je vais pas vous le cacher, ça me faisait un peu peur. Parce que des fois, quand les ME comme ça sont hyper prolixes, c'est pas forcément bien corrigé, enfin voilà, Sauf que là, j'ai découvert Ivy Wide et j'ai trouvé... Enfin, j'ai rien à dire sur le roman, quoi. Donc là, j'ai Fallen Academy, je vais découvrir. Et en fonction du travail qui a été apporté sur ces deux romans, franchement, si tout est comme ça, je pense que je vais foncer pour plein d'autres choses parce que ils ont des sorties qui ont l'air vraiment bien. Ils font un petit peu de tout, hein. Même Bookmark font de la romance gay, peut-être même plus, genre LGBTQI+, je n'en sais rien, je suis pas à fond dans la romance, vous le savez.
Mais je sais qu'ils ont aussi une collection plus ou moins urban fantasy, ado, etc. avec de l'imaginaire. Et c'est vrai qu'ils sortent des titres là-dedans qui ont l'air vraiment géniaux quoi. Ensuite on va passer au 15 janvier avec une sortie des éditions ActuSA dans leur collection Young Adult, donc Naos, avec Allergique, écrit par Célia Flo. Célia Flo, pour moi, c'est l'autrice du Cirque Interdit, que je confonds pas avec le Cirque des Rêves. Le Cirque Interdit, je crois, c'est un roman qui me fait pas mal parler de lui, que moi j'ai pas lu, mais il a fait pas mal parler de lui. Elle revient ici avec quelque chose de, je pense, tout à fait différent, qui va nous emmener, pour moi, dans une fantasy droit en Inde. Mais bon, commençons par le commencement. Vous êtes ici en Angleterre au 19e siècle. Vous allez me dire quel rapport avec l'Inde? Je vais vous l'expliquer. Lady Liliana Mayfair est une garde royale, mais c'était aussi et surtout une Lynn, donc un être capable de manipuler la magie. Et donc elle et son compagnon Clément vont être chargés d'enquêter, je pense, sur une violeuse de magie, ou une violeuse d'énergie, je crois. Et en tout cas, tout cela va les amener en Inde. Leur seule et unique piste est Amia, qui est la seule victime de cette violeuse d'énergie qui a réussi à survivre. Du coup, on va attendre de Surat à Londres, dans une époque victorienne avec un mélange de magie et de steampunk. Ça a l'air tout à fait original et ça méritera certainement d'être découvert. Ensuite, on va passer au 18 janvier avec une nouvelle sortie des éditions Inceptio. Il s'agit d'Eden Island, tome 1, Le Secret, écrit par Anna Klestel. Alors pour moi ici, on est dans une dystopie, la couverture m'a fait de l'œil et le résumé ne m'en a pas moins fait. Archipel d'Eden Island. Ici, tout n'est que beauté, harmonie et ordre. Analia y vit et elle est emplie de joie et de bonheur. Elle pense que la vie est totalement parfaite puisqu'elle est en train de se préparer ni plus ni moins pour la prestigieuse soirée qui aura lieu en son honneur, soirée qui va marquer son entrée dans le monde adulte. Sauf que partout ailleurs sur Terre, la montée des eaux a complètement décimé la Terre. Il n'y reste quelques îles totalement arides où les populations luttent pour leur survie. Mais Analia, sur son petit paradis terrestre, est bien loin de ses préoccupations, en tout cas bien loin de se rendre compte de tout ça. Jusqu'à ce que Ayla, nouvellement arrivée sur l'archipel, lui fasse un petit peu changer sa vision des choses, puisqu'il semblerait qu'Eliane va lui montrer un peu le côté sombre d'Eden Island et lui expliquer que son paradis a probablement un coût pour le reste de la population. Donc, on est dans une dystopie qui a l'air tout à fait sympa. Ça fait longtemps que je me suis pas avalé une bonne dystopie, donc celui-là, c'est certain, il va rejoindre ma balle. Allez, on se dirige tranquillement mais sûrement vers la fin, puisque maintenant nous arrivons au 20 janvier. Le 20 janvier va paraître Shane Davis, le tome 1, Moi, rousse et fauchée. Ici, on est purement dans de la bitlit, par Jackie May, qui est aussi l'autrice de Nora Jacobs, et d'après ce que j'ai compris, d'ailleurs on est un petit peu dans le même univers. Donc moi Nora Jacobs, j'ai découvert que le tome 1, je pense que c'est sa chance à la suite, je pense que c'est pas la série d'Urban Fantasy, c'est pas été ma révélation d'année 2020, ça c'est clair, mais bon pourquoi pas, et je pense que c'est lié, puisque en fait, du coup j'ai oublié de vous dire, c'est chez Milady évidemment. Et surtout on vous dit, Nora Jacobs ne détient que la moitié de l'histoire. Alors Shane est une métamorphe renard, ce qui fait d'elle un être pas particulièrement puissant, et du coup il faut dire qu'elle a peut-être un petit peu de mal à se faire respecter des autres créatures et autres métamorphes, comme le loup-garou, les vampires, les sorciers ou autres démons et fées. Mais je dirais qu'apparemment même au sein de son clan, voit elle un petit peu que, vous savez, le cancre, la sale gosse. Bref, ce n'est pas vraiment le personnage le plus élevé de la hiérarchie. Sauf que Shane, elle voudrait bien pouvoir prouver qu'elle est capable de faire de grandes choses et aller dans la cour des grands, et elle va donc aller, on va dire, embêter. Je pense qu'on peut même utiliser le mot emmerder, je connais pas l'héroïne, mais à mon avis on est au stade des emmerdes. Nick Sublime, qui est un personnage que vous trouvez dans Nora Jacobs, afin de pouvoir intégrer l'agence fédérale de l'occulte. Donc en fait c'est cette même agence que vous retrouvez dans Nora Jacobs. Nick Sublime apparemment ne va pas accepter que notre Shane se joigne à l'aventure, sauf qu'il va y avoir a priori des faits qui vont le faire changer la vie, comme d'habitude. Ils vont se retrouver sur une sombre affaire qui implique des démons, le genre d'affaires dont personne ne le veut, et en plus le FBI va leur claquer un agent dans les pattes. Bref, il se passe pas mal de choses qui font qu'on est quand même parti dans une histoire qui est
à mon avis, bien parti pour être un véritable désastre et que c'est a priori dans ce contexte qu'on va engager Shane au sein de ce bureau de l'occulte. Donc voilà, de l'urban fantasy avec un personnage métamorphe renard qui, je pense, aura du mordant sans mauvais jeu de mots, qui pourra être, oui, j'espère drôle parce que Nora Jacobs c'est pas non plus hilarant, avec une enquête policière, etc. Voilà, ça peut être une très bonne urban fantasy dans le même univers que Nora Jacobs. Toujours le 20 janvier, une sortie que beaucoup d'entre vous attendent puisqu'il s'agit du tome 7 de Rebecca Keane, Akma-Leon, écrit par Cassandra O'Donnell et apparaître chez J'ai lu. Je ne vous ferai pas l'affront de vous parler de cette série d'urban fantasy qui est très très bien, avec Rebecca qui est une sorcière qui a un peu fui son clan, elle les emmerde et qui évidemment va remettre les pieds dedans, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Je crois que j'ai lu 2 ou 3 tomes, je sais plus. C'est une série qu'il faut assurément que je continue et que je termine parce qu'en fait je croyais que le tome 6 c'était le dernier et là on nous pond un tome 7. Donc est-ce que le tome 7 est le dernier? Je ne sais pas. Bref, le tome 7 paraît au mois de janvier pour ceux qui sont alors dans la série. Il me reste 3 livres, je crois, à vous présenter. Le 27 janvier va paraître Dans la forêt de Saint-Ambroise, écrit par Camille de Montgolfier et apparaître chez Pygmalion. Ici, nous allons rencontrer Octave, qui est un jeune homme tout à fait simple. Le seul but dans sa vie, c'est de rendre sa petite sœur heureuse. Ils vivent donc heureux, simplement, sans ennui, mais évidemment leur quotidien va être bouleversé lorsqu'une licorne va s'inviter sous leur toit et demander leur aide pour sauver une sorcière. Voilà, je pense que c'est pas tout à fait le genre de demande commune que vous aurez tous les jours. Comme on vous dit dans le résumé, son monde vole en éclats, tu m'étonnes. Octave et donc Ariane, sa petite sœur, vont découvrir un univers magique dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence et apparemment ils sont très loin d'être au bout de leur surprise. J'en sais pas plus. Je ne sais même pas en fait si c'est de l'adulte ou du jeunesse. Là c'est vrai que les personnages ils sont jeunes, on vous parle de licornes, de sorcières, de monde magique, etc. Je suppose que c'est du jeunesse. Après c'est paru chez Pygmalion et je savais pas que Pygmalion sortait des romans jeunesse. À voir, en tout cas ça a l'air fort sympathique quand même. Toujours le 27 va sortir le Pourfendeur tome 1, Les portes éclatées par Jean Hale et apparaître chez MMM Bookmark. Nous allons ici rencontrer John qui va ouvrir une lettre qui était destinée à son colocataire qui a disparu. Et honnêtement, il s'attend à trouver les clés de la maison, sauf que au lieu de cela, il se retrouve propulsé dans un monde imaginaire, plein de mysticisme, de révolutionnaires et d'assassins, parce que sinon, c'est pas drôle. Alors évidemment, il va essayer de s'en échapper, mais il semblerait que son destin soit tout autre, que son destin soit de réveiller un dieu destructeur et de briser un monde. Je pense que là, l'enchante pas vraiment, qu'il va essayer de casser le destin. Et là, du coup, c'est vachement moins pratique avec tous les deux. Hein? Oui. Ça te dit le Pourfendeur, toi? Non? Bon. Et toi? Tu veux des histoires avec des chiens? Et j'ai pas d'histoire. Tu veux La Belle et Sébastien? Mais c'est qui? Je l'ai pas. Je veux pas le lire. Attends. Il y a Dogland aussi. Mais hop, c'est pas... Zizouille. Bouge ton cul. Bouge ton cul. Allez. Elle est complètement excitée à côté. C'est donc le dernier roman de ces sorties livresques du mois de janvier que j'ai à vous présenter. On va donc arriver au 29 janvier. Cette fois-ci, ce sont les éditions Altairil qui vont nous offrir une sortie avec Bureau fédéral de la magie tome 1, Une furie en ville. Et c'est écrit par Annabelle Chase. Je vais vous lire le début du résumé parce que je le trouve plutôt bien fait et bien explicatif. Une famille exaspérante mais aimante, check. Une petite ville pittoresque et un chef de police sexy? Check. Un chien des enfers abandonné, un chat noir au sale caractère et un python de compagnie qui se prend pour un chiot? Triple check. Mon histoire vous rappelle un conte de fées un peu cucul à praline? Raté, il y a un détail, je suis maléfique.
Voilà, moi c'est le genre de résumé un peu drôle et tout qui laisse présager qu'on va tomber dans d'urban fantasy avec de l'humour, et en général moi je suis très bon public hein, pour tout ça, j'aime bien me détendre, donc en général ce sont des livres que je note très facilement. Du coup ici on va découvrir une héroïne qui est censée être maléfique par ses origines etc, et elle fait tout ce qu'elle peut pour lutter contre sa nature, et d'ailleurs au lieu de rejoindre le bureau fédéral de la magie, elle va rejoindre le FBI, parce qu'elle a envie de vivre une vie normale. Sauf qu'il semblerait que ses pouvoirs en aient décidé autrement et que l'agence va l'envoyer dans sa ville natale pour combattre des crimes magiques. Sauf que dans sa ville natale, elle va y retrouver sa famille qui est bien évidemment est maléfique, et elle vous dit: me voilà de retour à Chipping Cheddar, un nouveau job sur les bras et les casseroles de mon passé derrière moi. Oh j'ai oublié, en plus il y a un cadavre et il ne s'agit pas d'un accident, donc bienvenue dans mon monde. Voilà, ça peut être très sympa hein, comme style. Je crois pas encore avoir découvert de roman chez Altaril, donc pourquoi pas. Celui-là, je vais le noter. Je vais le noter dans ma wishlist, c'est certain. Si certains d'entre vous le découvrent, pareil, hein, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire. Et voilà les amis, j'en ai terminé avec les sorties livresques du mois de janvier qui moi m'ont fait de l'œil. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de votre côté à me donner les sorties qui vous font de l'œil et que j'aurais pu oublier. En attendant à tous et à toutes, je vous souhaite une fois encore de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez le temps de lire, de vous reposer si vous en avez l'occasion. Et à tous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, bye!